Être sceptique, ce n'est pas douter de tout, c'est refuser de penser à moitié. Le monde court, nous, on s'assoit, on éteint les notifs, on coupe le bruit et on parle. Salut à tous, je suis Valentina Lequintrec, ravie de vous retrouver comme chaque premier jeudi du mois en direct de 20h à 21h. Vous écoutez Sceptique, soyez les bienvenus sur RBS. Comme d'habitude, vous pouvez réagir à l'émission sur Instagram, YouTube et Spotify. On a longtemps appris à penser la ville et la nature comme deux mondes séparés. La ville serait l'espace du contrôle, du béton, de la vitesse. La nature serait, elle, dehors, ailleurs, comme un refuge ou une origine perdue. Mais aujourd'hui, cette frontière devient difficile à lire. Le vivant réapparaît dans les espaces urbains, sous des formes nouvelles, des toits végétalisés, des murs vivants, des parcs conçus comme des œuvres, des projets artistiques et des propositions d'aménagement qui travaillent avec des matériaux organiques, parfois même avec du vivant. Alors une question s'impose, qu'est-ce que la nature quand elle entre dans la ville ? À Strasbourg, cette question prend une résonance particulière et pour explorer ces questions, nous sommes avec Florence Rudolph. Bienvenue. Vous êtes urbaniste et sociologue, mais plutôt que de vous résumer moi-même, je vous laisse vous présenter et nous raconter peut-être ce qui vous intéresse dans cette relation entre ville-vivant et manière d'habiter les espaces. Bienvenue Florence. Bonsoir, bienvenue. Eh bien oui, merci de m'accueillir à cette émission Sceptique. Alors, je suis Florence Rudolph, sociologue, urbaniste et spécialisée dans l'environnement. Écologie urbaine, environnement, donc depuis de nombreuses années, depuis ma thèse. Et j'ai également fait suivi la formation d'éco-conseil à Strasbourg, la première promotion, donc ça fait bien longtemps. Et voilà, dans l'immédiat, je pense que j'en dis pas plus. Je laisse la place à mon voisin ou comment est-ce qu'on fait On fait comme ça. On fait comme ça. Ville de passage, ville européenne, ville traversée par l'eau et les espaces verts, mais aussi ville construite, organisée, densifiée. Strasbourg, c'est une ville où l'art occupe une place importante dans l'espace public, avec notamment des projets qui interrogent la manière dont on habite les lieux, dont on traverse les espaces, dont on regarde ce qui nous entoure. Parmi eux, l'ososphère, et qui de mieux pour la raconter que l'une de ses figures fondatrices, Thierry Danet. Bienvenue dans Sceptique. Comment Merci. décririez-vous votre manière de travailler avec la ville ? Est-ce que je suis le mieux placé pour la décrire ? Ce que je peux essayer d'expliquer, c'est comment... d'abord, comment nous en sommes arrivés à très naturellement, dès le départ de l'ososphère, à avoir ce rapport-là à la ville. Je pense qu'il y a une question d'échelle. Déjà, c'est que la ville, c'est une échelle assez extraordinaire où les choses... Non, alors, en amont, la ville, c'est quand même un objet assez magique et aberrant. Je vous propose un projet complètement absurde. On va se mettre à 500 000 sur quelques kilomètres carrés, puis on va vivre ensemble, même on va cohabiter, et puis on va s'organiser, et ça pour des décennies, voire des siècles. Si je vous propose ça, vous me dites mais ça marchera jamais ton truc. Ensuite, la ville, c'est New York et Vierzon. Oui, c'est donc, sûr que c'est ça veut dire différent. qu'à un moment, on voit. C'est pour ça que je dis que c'est un objet un peu magique, c'est qu'il y a quelque chose avec des contours flous. Alors ça, j'aime bien, et en même temps, on voit bien que c'est un endroit où on peut se situer dans le monde et se situer dans une mixité. Dans un frottement aux autres. Alors, avec l'ososphère, dès le départ, on s'est donné des petites formules comme ça. Il y avait une formule qui était que nous, ce qu'on se posait comme sujet, c'est comment est-ce que la ville, on l'habitait et non pas comment on l'a... Justement, comment il y avait ça, et comment on proposait de stimuler une manière d'un rapport à la ville qui est de l'ordre de l'habiter et qui pourrait être en tension avec quelque chose qui nous semblait se développer, qui est un rapport entre une collectivité, une technostructure qui organise des services et des agréments, on va dire, et qui réduit du coup au statut d'usager les gens qui habitent la ville. Et justement, où est-ce qu'on dépasse ça et où est-ce qu'on habite ? Et on se disait que on allait tenter d'habiter Strasbourg et de proposer des situations qui stimulent ça,
et on sait la petite formule, c'est qu'on s'est dit qu'on allait faire ça à travers le paysage, la brique et l'égrégore. Donc vous travaillez en quelque sorte sur la manière dont les espaces influent sur nos comportements dans la ville, c'est ça ? Oui, et comment, enfin, il y a une espèce de chose qui se fait dans les deux sens en même temps, quoi. Alors c'est là où l'urbanisme, lui, va peut-être tenter de réguler a priori un certain nombre de choses, et peut-être que l'habité va venir en tension avec cet urbanisme. Alors des fois, il converse. L'urbanisme intègre la manière dont les gens habitent la ville. D'autres fois, il y a confrontation. On a des exemples très... on le voit bien dans une ville comme Strasbourg, et nous on en a au bout de la rue du Hauwald. Soudain l'urbanisme a modifié pour des questions de circulation des boulevards, et en faisant ça, en organisant cette circulation-là, il a créé une frontière pour des gens qui ne traversent plus ce boulevard parce que c'est devenu compliqué pour eux de le traverser, et donc ça les cantonne dans un morceau de ville. Ils sont trop fragiles. Ils se sentent trop fragiles pour traverser ce boulevard qu'ils traversaient pourtant avant. Et soudain, voilà, cette organisation de la ville a créé ce frottement. Alors, a créé cette séparation. Et nous, ce qui nous intéresse avec l'ososphère, c'est à la fois de regarder ça. Alors, c'est très intuitif et très expérientiel ce qu'on fait. Et il n'y a pas de théorie là-dessus, quoi. Avant qu'on s'immisce dans les nœuds de notre sujet, est-ce qu'on peut définir très simplement l'ososphère ? Comment vous décririez ce projet ? J'espère bien qu'on ne peut pas du tout la définir très simplement. L'ososphère, c'est... Alors, pour le peu de Strasbourgeois qui ne connaîtraient pas encore l'ososphère. Non, mais c'est parce que l'ososphère se re-questionne en permanence. C'est une plateforme de création, production, diffusion et réflexion. Qui croise, j'essaye de faire une définition comme ça, un peu improvisée, qui croise à la fois les questions de ville et d'époque. On va dire que c'est un peu ça qui a déclenché, c'est même beaucoup ça qui a déclenché l'ososphère. L'ososphère est née au cœur des années 90. À un moment, c'est l'intuition que nous avons eue à l'époque, c'est qu'on était à une bascule de quelque chose, notamment lié à l'arrivée du numérique, et que ça allait impacter considérablement notre société, notre manière de vivre, et aussi la manière de fabriquer de la ville, dans une ville, la nôtre, qui est Strasbourg, qui elle-même était à un moment de bascule dans son géographique, territorial, avec, on l'a vu après, des zones comme le port qui étaient hors ville et qui rentraient dans la ville, etc. Et on s'est dit qu'on allait inventer un objet qui serait un objet ouvert, qui créerait de l'espace public, ou qui viendrait dans l'espace public, selon le cas, en invitant un maximum de gens à venir participer à ça et à suivre comme ça, au rythme des éditions, cette trajectoire de la ville dans cette époque, et y compris par rapport à ce basculement dans la société numérique. Et juste pour situer les choses, quand on a commencé l'ososphère, on en était au modem 56K. Je cite ça à chaque fois parce que plus je le cite, moins c'est concret pour les gens qui m'écoutent. Et c'est vachement intéressant, ça. C'est-à-dire qu'on se rappelle plus ce que c'était que l'accès à l'Internet à l'époque, alors que maintenant, il n'y a plus de question d'accès à l'Internet, il est là. Et quand il n'est pas là, on s'en sent privé, ou on estime que les gens sont en rupture de ne pas l'avoir. Donc, on était dans une spatialisation aussi qui était très différente. Et Florence, justement, quand on parle d'habiter une ville d'un point de vue plus sociologique et urbanistique, comment on définirait ça ? Justement, je trouve ça super inspirant parce que t'écoutant Thierry, je me disais en fait, c'est vrai que habiter la ville, ça a vraiment aussi à voir dans l'héritage qu'on a des villes quand même, de produire la ville. Alors on parle de fabriquer la ville ou produire la ville, et les villes dont on hérite, c'est quand même des villes qui ont été avant tout, si je prends le 19e, 20e, vraiment des villes productives. Des villes productives qui ont aussi accueilli plein d'innovations techniques. Justement, Thierry évoquait les ruptures, les infrastructures,
mais qui sont aussi des ruptures et des infrastructures qui étaient là aussi pour justement accompagner la production, accompagner le développement économique, capitaliste, et la production, le progrès et la croissance, l'urbanisation, la ville qui s'étend, qui s'étale, qui grignote de plus en plus de territoires, et parce que de fait, les producteurs, on va dire, agricoles qui travaillent la terre étaient de moins en moins présents, et finalement la mobilité, la mobilisation de population, qui est l'exode rural, qui viennent en ville, qui travaillent, etc. Donc bien sûr, ça fait partie, je dirais, un peu du bagage de la sociologie urbaine et de l'urbanisme, évidemment, d'accompagner quand même plutôt la production de la société, en supposant que effectivement les individus, les habitants, les membres d'une société participent d'une façon ou d'une autre à la production de cette société. Alors, je pense qu'il y a un des aspects, effectivement, parce que moi je suis là aussi par rapport à cette question de la nature et de la ville, il y a un aspect qui semble, il y a quand même une déconnexion assez forte dans ce rapport de la ville, de tout un chacune qui est là et qui produit la ville. Alors effectivement, on la produit sans doute en déambulant, on la produit en se connectant avec d'autres qui sont aussi dans cette ville ou ailleurs, en faisant mais en fait on la produit, c'est vrai que moi je pense qu'il y a une espèce il y a quand même un paradoxe par rapport à la manière dont on est effectivement, on parle d'habiter la ville, mais en même temps, comment est-ce que vraiment on la produit, comment est-ce qu'on est impliqué vraiment dans cette matérialité, parce qu'en fait, aussi t'écoutant, il y a cette question, et puis faisant toujours la comparaison avec la nature, il y a cette question de la matérialité de la ville. Et sans doute que le monde numérique un peu estompe cette question de la matérialité, et pour moi, pour revenir rapidement, parce que je suis essentiellement sociologue de l'environnement, la question de la nature, il y a beaucoup de débats sur la question de la nature depuis maintenant facilement, 50 ans, dans les sciences humaines et sociales et en philosophie, même avant. Mais disons, on peut dire que les 5 dernières décennies ont vraiment beaucoup gambergé autour de ces questions-là. Et parmi toutes ces contributions, Philippe Descola, anthropologue, au Collège de France, je pense que ce nom-là va évoquer pour un nombre quand même de toutes et tous quelque chose, quoi. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a vraiment montré à travers des travaux d'anthropologues qu'effectivement il y a différentes manières de construire, dans les sociétés, il y a différentes manières de construire des rapports à l'altérité. Et qu'en fait, la modernité, elle se caractérise par le fait que l'altérité, on la construit essentiellement à travers la matérialité. C'est-à-dire qu'on va trouver qu'on a finalement, on est en relation, par exemple, avec un animal, ou avec même des pierres, ou avec, parce qu'on est de la matière, qui sommes soumis aux mêmes lois de la matière. Donc, bien sûr, la pierre, elle n'est pas de l'ordre du vivant, et l'animal, il aura une vulnérabilité que n'a pas la pierre. Encore que très longtemps, on a pensé que les animaux n'en avaient pas, etc. Non, mais pour dire que tout ça, ça bouge. Mais en tout cas, je pense qu'il y a vraiment, pour moi, cette question de la matérialité. Et la ville, c'est une matérialité énorme. D'ailleurs, c'est un des gros problèmes aussi quand même de l'écologie, de l'empreinte écologique des villes. C'est que c'est vraiment... toute cette matérialité, elle procède aussi d'une mobilité énorme de ressources, d'énergie, qui sont stockées, transformées, etc. Et notamment aussi le numérique. Donc, habiter la ville, c'est sans doute, je dirais, participer d'une certaine façon à ce grand méli-mélo de matière et d'énergie sous différentes formes. Et finalement, comment trouver sa place là-dedans ? Comment trouver sa place dans cette espèce de grande marmite dont on ne sait pas trop comment les choses s'agencent, et où peut-être, je dirais, par rapport à des époques passées, on avait quelque chose de plus lisible. Je pense qu'il y a de plus lisible aussi dans la manière dont on participe à cette méga transformation.
et qui n'est pas toujours... cette méga transformation, elle peut être dans la reproduction systémique. Ça ne veut pas dire que parce que ça se transforme, il y a une transformation d'époque. C'est là où moi je dirais que parfois on parle de rupture ou de changement, mais en fait, est-ce qu'on n'est pas simplement toujours dans le même système qui finalement est dans un mode de développement plutôt exponentiel, mais il n'y a pas vraiment de disruption, il n'y a pas vraiment de bifurcation. Et en fait, il y a une espèce d'entraînement dans quelque chose qui dépasse chacune. Et dans ce sens-là, dire qu'on fabrique ou produit la ville, je ne sais pas si... Thierry, vous allez peut-être être en désaccord puisque le slogan de l'ososphère, c'est « l'ososphère must be built », si je ne me trompe pas. Oui, alors on peut traduire pour les non-anglophones. On va même jusqu'à Strasbourg must be built. Alors, allez, on va faire une confidence, puisque c'est en fait alors j'allais dire une double référence, ou en tout cas un double salut. Il se trouve que dans ce qui a inspiré toutes nos aventures, il y a des villes. Notamment, je parle pour Artefact, il y a notamment la ville de Manchester. Manchester, c'est une ville qui est un tas de ruines en décomposition dans les années 70, sinistrée. Elle est tellement sinistrée qu'elle n'a même pas relevé les ruines de la Deuxième Guerre mondiale. Les usines sont en ruine, c'est moche. Il y a un taux de pauvreté catastrophique. C'est une ville d'immigration et de gens donc laissés sur le carreau parce qu'il n'y a plus de boulot, etc. Et il y a des gens qui décrètent que ça va être la plus belle ville du monde et qu'ils vont chanter cette ville-là. Et ces gens-là, c'est des gens qui ont la vingtaine à l'époque. Et tout part du mouvement punk. Et de gens comme Pete Shelley ou Art Devoto qui créent les Buzzcocks. Il faut venir les Sex Pistols. Au concert des Sex Pistols, les premiers concerts des Sex Pistols hors de Londres, il y a une cinquantaine de personnes et toutes ces personnes vont ensuite agir dans Manchester, fabriquer quelque chose et vont notamment faire un lieu qui va s'appeler la Hacienda et par lequel tout le mouvement techno est arrivé en Europe. Et la Hacienda, pourquoi la Hacienda s'appelle la Hacienda ? À cause d'un manifeste situationniste d'urbanisme qui s'appelle « Nous nous ennuyons dans la ville / la Hacienda must be built ». Pourquoi ces gens-là revendiquent ce nom-là ? Parce qu'en fait, ils sont complètement marqués par le mouvement situationniste français, et notamment, mais là ça vaudrait une émission entière, parce qu'il s'est passé à Strasbourg, ce qu'on appelait le scandale de Strasbourg, où effectivement il y a eu une éruption forte du mouvement situationniste et qui a permis des publications d'un certain nombre de choses, dont le livre qui a déclenché mai 68, et puis un certain nombre de tracts et tout, et ce texte-là. Et donc, voilà pourquoi l'ososphère must be built est un hommage à ce qui s'est passé à Manchester et en même temps à cet aller-retour entre Strasbourg et Manchester que très peu de gens connaissent. Voilà, donc ça vient de là. Et le terme de construire, il nous a toujours plu parce que finalement on se disait que c'est ce qu'on pouvait promettre, c'est-à-dire de s'engager dans quelque chose qui en permanence se reconstruirait et se fabriquerait non pas comme quelque chose en mouvement et dans lequel il y avait effectivement la possibilité de participer depuis ce qu'on est. Et donc de faire valoir des points de vue, de faire valoir des sensibilités. La première question qu'on s'est posée, c'est qu'est-ce que c'est qu'une ville ? Et c'est, je vous rassure, des questions auxquelles nous n'avons toujours pas répondu. Et la seconde qui allait tout de suite avec, c'est quelle ville sommes-nous ? Et en gros, c'est pour ça que c'est compliqué pour moi quand je parle, peut-être que des fois les mots que j'utilise, je les utilise pas dans leur pleine puissance ou dans leur, c'est-à-dire que je les prends dans un vocabulaire qui est pas un vocabulaire d'expert. Moi, je suis expert de rien du tout dans tout ça, mais c'était la question qu'on se posait, c'est finalement, comment on participe d'une manière de scoltiner la ville que nous sommes. Et de se la coltiner non pas simplement en la subissant, mais en fabriquant des situations qui permettent de travailler. Alors c'est là que je reviens à cette histoire d'égrégore, de participer de quelque chose qui est extraordinaire, c'est que quand on est à Strasbourg, on n'est pas ailleurs.
et que donc on habite l'époque et la terre depuis aussi cet endroit-là, et en se frottant aux autres. Et je trouve que c'est passionnant ce qui vient d'être dit, si on l'applique, parce qu'en plus l'Ozosphère est située à la laiterie, qui est située dans le quartier Gare, et le quartier Gare c'est hyper intéressant, c'est un ex nihilo qui est fabriqué après la guerre de 1870 sur ce qui restait le peu de ville qu'il y avait a été rasé, et on fabrique de la ville, vraiment de la société industrielle, on met la gare, c'est symphonie d'une grande ville, on met la gare, on crée un plan urbain qu'on peut toujours voir, et on fabrique une situation où on met de l'industrie, on loge des ouvriers et des cadres, on organise tout ça, et c'est de la Neustadt, donc avec un élément qui est, quelque chose qui est très fonctionnel, si on veut, jusque dans l'habitat, premier logement collectif sociaux de Strasbourg, en plus exemplaire par rapport à ce qui se faisait en France, parce que bénéficiant de toutes les avancées sur ces questions-là qui pouvaient exister en Allemagne, en Autriche-Hongrie, etc. Et donc, du coup, ce qui est intéressant, c'est de voir comment ce morceau de ville-là, qui finalement est très clairement défini comme rarement, parce que souvent c'est des multicouches, là il y a un peu un ex nihilo et un truc très lisible. Et comment, quand nous on vient l'habiter en 94 avec les laiteries, on est dans quelque chose qui est beaucoup plus flottant, dont les marqueurs sont ailleurs, un quartier, peut-être le quartier le plus interculturel de Strasbourg, en même temps un quartier qui est très proche du centre-ville, mais qui est mis en marge par des coupures accumulées les unes avec les autres. Il est comme la ville s'adosse à ce quartier-là, parce qu'on a les boulevards, mais on a la voie de chemin de fer, on a l'autoroute A35, on a toute la zone qui est devenue le parc naturel urbain, et qui est en fait une zone qui était une zone de protection par rapport à ce qui pouvait revenir de l'Ouest en cas de conflit. Enfin voilà. Et donc nous notre truc, c'était à partir de ça, comment ça on arrive à raconter ce que ça peut être à une époque. Et alors il n'y a pas d'obsession sur le numérique, c'est juste que si on parle de notre époque, une des signatures de cette époque, c'est le numérique. C'est pas la seule, il y en a d'autres, mais celle-là, elle est singulièrement importante, et en plus, elle est très immersive et englobante. Et donc, ce qu'on a essayé de faire, c'est de dire comment on réagit à ça en temps réel, comment on l'accompagne, et on propose une situation d'espace public, quelque chose que permet la ville, justement, c'est de s'adresser à une communauté très rapidement, de façon très, très accessible, et pour parler du monde, quoi. Et en essayant de trouver une voie entre l'angoisse et la fascination. Parce que souvent, la question de la modernité ou des évolutions, on voit bien, c'est ce qu'on vit. On est tout le temps entre angoisse et fascination. Et en se disant, les artistes donnent des clés de perception par les œuvres et des clés de questionnement qui permettent de se réapproprier tout ça autrement. Et c'est vrai que la ville est un endroit où singulièrement on peut le faire, et une ville comme Strasbourg encore plus, qui a toute une série de caractéristiques qui permettent singulièrement de poser un projet comme celui-là, quoi. Et dans le quartier laiterie, on partait quasiment d'une feuille blanche, si on veut le prendre comme ça. Mais concrètement, Florence, une ambiance en ville, ça se fabrique comment, de manière plus théorique peut-être ? Qu'est-ce qui est la part de conscient et d'inconscient là-dedans ? Oh là, oui, une ambiance en ville, comment ça se fabrique ? Effectivement, je voudrais revenir sur l'idée de l'arpenter, arpenter la ville, parce que justement, Thierry évoquait les situationnistes, et effectivement, je pense qu'il y a quelque chose qui a été vraiment très inspirant pour de multiples disciplines, et même des travaux de recherche et d'expérimentation. C'est cette notion d'arpentage. Et l'idée de fabriquer la ville par le mouvement, par la dérive urbaine, et être là, repartir, se poser, dessiner, écouter de la musique, se connecter,
et effectivement, je pense qu'il y a une forme peut-être de nomadisme qui est assez, moi je trouve, qui est assez intéressant dans le situationnisme et la réflexion sur la ville, c'est-à-dire finalement habiter, souvent on pense au logement, on pense plutôt à des boîtes dans lesquelles on est, ou alors voilà, on travaille dans tel endroit, enfin on passe d'un lieu à un autre, et souvent la ville et les urbanistes finalement pensent plutôt en termes de il faut aller à un endroit parce qu'à un endroit on exécute cela, ensuite on va se déplacer à tel autre endroit où on exécute cela, enfin justement ces fonctionnalités qui s'inscrivent dans une espèce de parcours quotidien et on essaye d'accompagner ces parcours-là de manière à ce qu'ils soient les moins pénibles, etc., les moins, et puis qui génèrent le moins de nuisances, etc. Et je dirais que la force de nos corps en ville, quand ils sont justement, je dirais, dans leur expression les plus minimalistes, c'est-à-dire un corps qui bouge, qui danse, qui, pour moi, c'est vraiment, là, il y a quelque chose de très fort, et sans doute que Walk in the Cities, notamment. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait eu, il y a quelques années, ici à Strasbourg, il y a eu des expériences assez intéressantes sur la démocratie, comment est-ce qu'on appelle ça, la démocratie émotionnelle. Uh-huh. Et il y a eu Walk in the City, donc on était invités à se rassembler quelque part, et puis avec des écouteurs, et donc on entendait chacune entendait des choses dans ses oreilles, et donc voilà, disons, on crée à partir de cette écoute-là, et on était plusieurs à être en train de créer à partir de cette écoute-là. Et donc, moi, j'avais participé à cette expérience, qui était un peu factice, mais qui avait quand même quelque chose d'assez chouette, parce que finalement, ça renvoie, je pense, à une expérience urbaine, qui est vraiment, pour moi, qui est une des plus belles expériences urbaines, en fait. C'est vraiment ce côté d'être à la fois vraiment dans l'anonymat de la ville, plus la ville, dans l'anonymat, et en même temps dans une espèce de pacification. Parce que, rappelons-nous quand même, la ville, c'est quand même, l'ère de la ville rend libre. Dans le haut Moyen-Âge, c'est parce que c'est quand même l'endroit qui va libérer les serfs de la féodalité et qui vont pouvoir devenir des citoyens dans la ville. Donc il y a quand même cette promesse de la ville comme un lieu où finalement on peut se rassembler et sans partager la même histoire. Ça, c'est aussi hyper important. On n'a pas nécessairement la même histoire, on n'est pas du même clan, de la même famille. Et pourtant, effectivement, et là je suis d'accord avec toi, on arrive dans une ville et cette ville, elle nous accueille, ou pas d'ailleurs. Il y a des villes qu'on va quitter, il y a des villes qu'on va aimer. C'est pour parler aussi un peu de cette ambiance, c'est-à-dire que je pense qu'il y a quelque chose dans la ville, et peut-être qui renvoie à cette question d'habiter, c'est finalement, est-ce que la ville qui m'accueille, est-ce qu'elle résonne en moi, est-ce qu'elle me nourrit, est-ce qu'elle me met peut-être dans cette humanité qui est un peu orpheline, qui est un peu nomade, mais qui va pouvoir finalement s'ancrer. Enfin, il y a comme quelque chose, aussi le texte de Zimmel, Digression sur l'étranger, qui est un très beau texte qui dit, en fait, l'étranger, c'est celui ou celle qui arrive un jour et qui va peut-être rester. Et en fait, c'est cette notion d'accueil, d'hospitalité, qui est terriblement menacée, auquel... la ville me fait rêver, j'espère, en cette humanité-là. Et après, les ambiances, c'est effectivement la composition de ces corps, la lumière, les façades, la présence des végétaux, des animaux, les bruits, les odeurs... le bruit que ça coûte aussi, vous connaissez le bruit que ça coûte, toutes ces expériences-là qui finalement, je pense, nous plongent quand même dans une... je parlais de matérialité, mais dans une organicité de la ville, c'est-à-dire quelque chose qui devient, qui est un peu comme un éco-socio-système, qui est un peu comme... un espèce de, je sais pas, comme quand on se balade en forêt, qu'on voit ces mousses de différentes teintes avec ces écorces ou c'est tout petit cosmos, en fait,
Voilà ce que m'inspire la question sur les ambiances urbaines. Et Thierry, on observe que l'ososphère se développe de plus en plus vers des formats de soirée. Est-ce que ça a une résonance, cette ambiance que prend la ville le soir? Est-ce que ça a un lien? Alors oui, absolument. Mais même la question de la fête, pour moi, c'est un élément, c'est politique. La question de la fête, c'est vraiment un politique. Et on a évoqué tout à l'heure la dernière édition de la partie musique électronique, nuit électronique, qui s'est passée dans la gare de Strasbourg. C'était pas un truc cool. C'était pas ça l'idée. C'était à la fois de venir à cet endroit-là, parce que cet endroit-là, je vais pas développer là, mais il a toute une série de significations pour nous. Il est à un moment de mutation cette mutation technique de la gare à 360 est, à mon avis, une des choses qui peut le plus impacter Strasbourg en tant que ville, et non pas juste agencement urbain, et avec à la fois des opportunités et des gros dangers. Et donc, du coup, prendre acte là et se dire, ben voilà, il y avait quelque chose de la puissance du possible. On peut danser dans le hall de la gare. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ça paraît pas grand-chose de foufou, quoi, en fait. Techniquement, c'est très compliqué, mais finalement, il s'agit de se débrouiller. Mais en fait, il y avait quelque chose de super beau dans ce moment-là. Et c'était... alors, ça nous ramène à la question de la ville, parce que j'avais sous-titré ça « Jubilapolis ». Et c'était vraiment ça, quoi. Soudain, il y avait une espèce de jubilation à ce que ce soit possible. Et la résonance était... L'idée, c'est que c'est aussi ça, la ville, c'est que c'est des choses qui résonnent au-delà d'elles-mêmes. Il y a quelqu'un qui m'a dit quelque chose qui m'a hyper touché, qui est même les gens qui n'y étaient pas sont contents que ça ait eu lieu. Et ça veut dire que, voilà, moi, je vis de ça aussi, de choses que je n'ai pas connues. Je n'ai pas connu, je suis arrivé après à Strasbourg, après que le TNS de Jean-Pierre Vincent ait fait un lens sur la cathédrale, mais je l'ai vécu finalement par le récit qu'on m'en a donné, voilà, et parce que j'habite cette ville, et que c'est pas un récit livresque, mais un récit de troquet dans un premier temps, de gens qui l'ont vécu, de témoignages, etc. Et donc, je pense que là aussi, il y a un sujet pour moi fondamental. En fait, dans tout ce qu'on se dit, vous l'avez compris, nous, et moi notamment, j'ai pas du tout d'approche théorique, j'ai pas cet outillage-là. Et que finalement, je trouve aussi que la ville, j'aime beaucoup cette notion à la fois de dérive, qui est une chose, et cette notion d'arpentage. Et pour moi, c'est aussi un territoire d'arpentage, de conversation, de relations, de choses comme ça, d'expériences, de choses qui s'agrègent les unes aux autres et qui font qu'à un moment, on est face à quelque chose que nous, on a appelé un outrimoine. C'est-à-dire quelque chose qu'on fabrique, pas simplement quelque chose dont on hérite, mais qui se fabrique aussi parce qu'on vit les uns avec les autres, et qui donne à tout ça une part sensible qui est essentielle. Parce que sinon, effectivement, si on ne met pas au centre de tout ça la part sensible, la manière dont on fait relation entre ces matérialités dont tu parlais, ok, dans ces cas-là, dessinons un plan urbain le plus efficace possible, et puis il y a basta, on a des fonctionnalités, des mécaniques, et on ne parle plus de vivre, on parle de, effectivement, faire usage de fonctionnalités. Et ce soir, on parle de ville, de vivant, de perception des espaces. Et ce soir, on est même un peu chauvin, parce qu'à Strasbourg, il faut bien le reconnaître, à un moment, personne ne fait les choses aussi bien que nous. On écoute Nobody Does It Better de Nate Dogg avec Warren G. À tout de suite dans Septique.